Madame, bonjour à tous, Azul. Le présent travail, ce sont les premières données sur l'écologie de la reproduction du héron garde-bœuf, donc dans le complexe de Guelbas Hajar. Si on dit les premières données, c'est que c'est la première fois qu'on rencontre cette espèce-là, donc avec un taux élevé, un effectif important qui se reproduit dans ce site. Bon, avant de commencer, c'est-à-dire, moi j'aimerais bien parler, c'est-à-dire du devenir ou bien de l'avenir des zones humides, c'est-à-dire en relation avec les oiseaux d'eau. Pourquoi l'avenir des zones humides dépend et l'avenir des oiseaux d'eau, c'est-à-dire parce que tout simplement les zones humides ils constituent donc une connexion intercontinentale. Ils constituent aussi donc des sites de reproduction, d'alimentation, des quartiers d'hivernage donc pour un grand nombre d'oiseaux d'eau. Donc par conséquent, ils ne peuvent être qu'indispensables pour des milliers ou bien des millions d'oiseaux. Parmi les écocomplexes donc de l'Algérie, nous avons un écocomplexe qui est classé comme site Ramsar depuis 2001. C'est le complexe de Guelbas Hajar. Il y a beaucoup de travaux qui ont été faits, c'est-à-dire depuis 2006, sur ce complexe-là. Donc particulièrement sur les oiseaux d'eau, donc les anatidés, les ralidés. C'est un complexe qui est formé, donc qui s'étale quand même sur une superficie de 42 100 hectares. C'est une plaine et il est formé donc à peu près d'une vingtaine de plans d'eau. Ces plans d'eau donc sont soit des marais d'eau douce, saumâtre à salé aussi. Donc, dans la superficie, elle est variable. Dans les plus importantes, nous pouvons citer, donc, vous avez Galat, Sidi Mahlouf, Shishaya, Haj Tahar, Bni Mohamed. C'est-à-dire d'un point de vue, donc, que ce soit d'un point de vue superficie ou bien d'un point de vue, donc, la capacité d'accueil de ces milieux aquatiques. D'autre part, donc, pourquoi l'étude sur le héron garde-bœuf? Donc, d'après la littérature scientifique, le héron garde-bœuf, c'est-à-dire la population, bien les colonies indo-africaines, donc ils ont tendance à devenir des quasi-ubiquistes, c'est-à-dire mondialement. Donc, il y a une distribution donc à une très forte échelle, donc à une échelle mondiale. La première caractéristique aussi donc de cette colonie-là, donc qu'on a trouvé ou bien si j'ose dire, donc on a découvert dans cette région-là, c'est une première parce que c'est une colonie monospécifique, c'est-à-dire elle ne se reproduit, c'est-à-dire elle n'utilise le support végétal qu'à elle seule, donc il n'y a pas une concurrence avec d'autres espèces d'ardéidés. La deuxième donc originalité aussi, ou bien la deuxième caractéristique de cette étude, c'est que les hérons garde-bœuf ont la particularité c'est-à-dire de chercher des sites sains, c'est-à-dire des sites donc, qui sont loin de tout dérangement ou bien de toute perturbation anthropique donc, causée par les êtres humains. Alors donc là, cette colonie a été trouvée donc carrément ou bien totalement inféodé à un milieu aquatique dont le support végétal, ce sont des arbres. On va le voir tout à l'heure, ce sont deux types d'arbres, bien deux espèces d'arbres, le Salix alba et l'Acacia cyanophylla. Donc voici le plan d'eau où a été rencontrée ou bien où a été découverte cette colonie. D'après les riverains, c'est-à-dire d'après les agriculteurs, les fermiers de la région, ils disent que ce site-là a été donc utilisé depuis quelques années, c'est-à-dire avant 2014, il a été utilisé comme cette héronière donc comme un dortoir. Donc elle est utilisée par les hérons juste pour, c'est-à-dire l'occuper le soir. Alors après 4 à 5 années, l'usage de ce lieu-là a été modifié donc pour devenir un lieu de reproduction. Comme vous le voyez. Donc là, c'est un plan d'eau
quand même, c'est-à-dire assez profond. Dans certaines régions, on peut aller jusqu'à 2 mètres de 2 mètres de profondeur. Et là, vous avez la colonie qui est installée. Donc, bien sûr, c'est-à-dire ce plan d'eau-là, donc il a été un petit peu artificialisé parce qu'il est utilisé par les agriculteurs pour l'irrigation et les fermiers. Donc, comme vous le voyez là, c'est une partie de cette partie-là, c'est des maisons, c'est des terres agricoles. Donc, et là, ce sont si vous voulez, deux espèces d'arbres, à savoir le Salix alba et l'acacia cyanophylla. Bon. Alors, ce que nous avons fait, c'est-à-dire pendant une certaine période, c'est-à-dire une période qui varie de mars jusqu'à quand même septembre 2014, nous avons donc essayé de voir ou bien d'étudier les paramètres écologiques et les paramètres qui contribuent donc dans la biologie de la reproduction de cette espèce. Donc, puisque c'est une première, donc on doit passer par cette étape-là, c'est-à-dire connaître si vous voulez, tous les paramètres ou toutes les relations qui peuvent interagir entre paramètres écologiques et biologie de la reproduction de l'espèce pour savoir, c'est-à-dire si on arrive à la comparer avec d'autres espèces, plutôt pas avec d'autres colonies, d'autres régions, surtout en Algérie, c'est-à-dire où il commence à avoir une importante distribution. Donc, certains paramètres, là je ne vais pas citer tous les paramètres écologiques, par exemple nous avons la hauteur de l'eau, plutôt la hauteur du support végétal par rapport au niveau de l'eau, les dimensions des nids, aussi donc les paramètres morphométriques, donc tout ce qui concerne la taille des œufs, la taille des poussins, etc. Donc la taille de ponte aussi, donc si elle a une corrélation avec ces paramètres écologiques ou non. Alors, comme je l'ai dit tout à l'heure, l'étude, elle s'est étalée, c'est-à-dire l'étude, elle est normalement étalée depuis mars, c'est-à-dire c'est une exploration, donc qui a commencé à partir de mars 2014 et on a continué jusqu'à septembre 2014. Par contre, la période de reproduction, elle va d'avril jusqu'à juillet 2014. Les résultats donc de cette étude, quand même, ils ont montré que voilà, donc il y a plusieurs paramètres qui ont été abordés. Nous avons donc la date d'installation de la colonie en mars. Donc là, on ne peut pas préciser, c'est-à-dire réellement la réelle date, parce que nous avons commencé à partir de mars. Nous avons vu que la colonie, elle s'installait, mais nous n'avons pas remarqué, c'est-à-dire s'il y a donc des nids, etc. C'était une colonie, je le précise, donc elle est formée quand même de plus de 2500 individus que nous avons pu comptabiliser, mais seulement donc 750 couples donc ont pu se reproduire dans ce lieu-là. Donc la date de la première pente, elle a commencé donc à partir de la première dizaine du mois d'avril. Qu'est-ce que nous avons aussi? Donc la taille de pente. La taille de pente, elle varie donc de 2 œufs par nid. On peut aller jusqu'à 7 œufs par nid quand même. Donc on a rencontré un nid, c'est-à-dire ce que nous avons pu voir, c'est un nid qui est formé de 7 œufs. Donc là, la date d'éclosion, elle est donc à peu près un mois après. Donc c'est au mois de mai, juin, donc voilà. Et là, c'est la date, si vous voulez, de la première éclosion. Et bien sûr, nous avons aussi donc vu le nombre d'œufs éclos par nid. Parmi donc les paramètres aussi que nous avons étudiés, donc là, vous voyez, voilà. Je voudrais dire aussi donc que la colonie, donc on l'a divisée en colonie centrale, c'est-à-dire en sous-colonie centrale, donc formée où c'est-à-dire elle a nidifié sur le support végétal de la Salix alba, et le deuxième sous-groupe, donc il a pris la partie périphérique de la colonie, donc dans le support végétal, c'est l'acacia cyanophylla.
Donc, les paramètres que nous avons pu étudier, c'est-à-dire le nombre d'œufs éclos, le nombre de nids, pardon, donc dans la partie centrale, le nombre d'œufs dans la partie périphérique. Nous avons aussi donc également donc vu, c'est-à-dire étudier plutôt le nombre d'éclosions, la taille de pente, le nombre d'éclosions, le nombre d'oisillons donc à l'envol, et bien sûr, c'est-à-dire on termine avec un succès reproducteur, et ceci pour chaque nid, si vous voulez, et pour chaque type, pour chaque nombre d'œufs par nid. Alors, donc là, je pense qu'il y a un petit problème, c'est-à-dire là, je n'ai pas le titre. C'est la taille. Bon, je n'arrive pas à lire de toute façon. Donc là, c'est quand dans la première partie, le premier camembert. Donc là, il résume quand le nombre d'œufs égale à 2. Là, c'est le nombre d'œufs égale à 3. Donc il y a une confusion c'est-à-dire dans les graphiques. Le nombre d'œufs ici, donc il est égal à 3, 4, 5. Et en dernier, donc à 7. Alors là, on peut résumer, on peut dire, c'est-à-dire la taille moyenne, donc la taille moyenne de ponte, c'est-à-dire la ponte, elle varie de 2 œufs jusqu'à 7 œufs, mais la taille moyenne, c'est-à-dire les œufs, plutôt les nids les plus communs, ils comportent quand même 3 œufs par nid. Donc nous avons avec un taux de 50,94%, et pour les nids qui contiennent 7 œufs, donc c'est de 1,88%. Bien sûr, donc on ne peut pas, c'est-à-dire, parler d'un succès de reproduction sans citer quand même, c'est-à-dire qu'il peut y avoir donc des échecs. Les échecs sont donc soit on a trouvé des œufs donc carrément, c'est-à-dire qui tombent dans l'eau, soit des oisillons qui sont donc pendus sur, c'est-à-dire le support, le végétal, et même donc pour les adultes aussi. Donc on a rencontré des mortalités. Là, dans ce cas-là, particulièrement, c'est-à-dire ces taux de mortalité sont principalement dus donc au territorialisme ou bien à une compétition pour le lieu. Donc le taux de mortalité de poussins, quand même, c'est-à-dire on a pu comptabiliser 10 poussins au total donc durant toute la période de reproduction, avec un taux donc de 5,49%, s'il n'est pas considérable, c'est-à-dire, mais on doit quand même le citer, quoi. Bien sûr, c'est-à-dire cette étude, elle ne peut pas se faire, c'est-à-dire sans passer par une petite analyse statistique. Donc là, on vous exposera que 2 paramètres. Là, c'est la relation de la taille de la pente avec la taille, les dimensions, c'est-à-dire les dimensions des nids. Donc, on a pris les dimensions du nid interne et externe pour voir s'il y a une corrélation donc entre la taille de pente et le diamètre du nid. Et ben oui, donc il y a une relation, donc une différence, voilà. Il y a une différence quand même significative. Donc, dans le P est égal à 0,026. Dans le deuxième cas, donc là, on a pris donc une mesure avec le GLM. C'est de voir donc s'il y a aussi donc une relation donc avec la hauteur donc des nids par rapport donc à la taille de pente. Et là, nous remarquons qu'il n'y a pas donc qu'il n'y a pas de différence significative entre ces deux. D'ailleurs, vous voyez donc, c'est-à-dire que ce soit donc par rapport à l'emplacement, c'est-à-dire par la partie centrale ou bien la partie périphérique. Donc la partie centrale, elle est, je l'ai dit tout à l'heure, donc c'est le support végétal, c'est l'Acacia cyanophylla, ou bien le Salix alba, donc ici donc pour le Salix alba. Je ne vais pas conclure, je ne vais pas donner une conclusion, c'est-à-dire définitive, mais je dirais juste que, puisque ce sont des données préliminaires, le comportement de sélection du héron de cette espèce-là, donc du héron garde-bœuf, c'est un nouvel aspect qui a été observé dans la région. Et sur ce, je vous remercie. Voilà.